à tous et bienvenue sur le podcast Fifou. Je suis Grégoire, accompagné de William et Fabien. Salut. Salut. Bienvenue à tous pour notre déjà 5e épisode. Le but de notre podcast Fifou est de parler de sujets divers et variés en croisant nos points de vue depuis 3 coins du monde, puisque William est à Hong Kong, Fabien à San José et je suis à Paris. Alors, le premier article de cet épisode sera les voitures autonomes, et notamment à Singapour, puisque j'ai là un article du Sud-Ouest, que l'on peut également retrouver en anglais sur la BBC, à propos des premiers taxis sans chauffeur qui circulent à Singapour. Alors, ils ont réservé une zone de 4 km² à Singapour, uniquement pour les taxis sans chauffeur, afin de tester grandeur nature cette nouvelle technologie. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que bien que c'est pas le premier pays à mettre ça en place, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on sait que la Google Car a déjà commencé, a fait pas mal de kilomètres déjà, notamment en Californie. Ici, c'est la première application payante, donc c'est le premier business entre guillemets, et ça se fait à Singapour. Donc on commence à voir un peu une concurrence entre différents pays qui laissent ces entreprises tester leur technologie. C'est assez intéressant également parce que c'est pas justement Google ou Tesla ou un potentiel Apple dans le futur qui ont mis ça en place, mais une petite boîte américaine, Nutomi, qui utilise des Renault Zoe et des Mitsubishi e-MiEV. Donc c'est nouveau, c'était inattendu. Bien qu'on savait que ce genre de technologie arriverait bientôt dans le futur, c'est très très tôt. Et donc ça y est, on peut dire qu'on y est. Les premiers business de voitures autonomes sont déjà en route. Le premier business a déjà ouvert ses portes. Justement, William, moi ce que je trouve très, très étonnant dans cet article, c'est que c'est la première fois que j'entends parler de cette boîte. Alors évidemment, c'est une start-up, mais je suis vraiment abasourdi par le fait que ça fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, j'exagère, mais ça va faire peut-être, il faudrait rechercher, mais plusieurs années, 5 ans peut-être, qu'on parle de la voiture autonome de Google. On suit toutes ces aventures, et là, le fait de voir que c'est pas du tout une voiture qui a été plus testée que ça. En plus, Renault n'est même pas au courant. Enfin, dans l'article, c'était peut-être pas dans cet article-là, c'est dans un autre article, ils ont interviewé Renault en disant que c'était un partenariat. C'était pas un partenariat, c'était simplement ils avaient utilisé leur voiture, mais ils suivaient ça avec intérêt. En gros, c'était bullshit pour dire qu'ils avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient avec leur bagnole. Moi, je suis vraiment très très pessimiste sur le test de ça. Je pense qu'on n'est pas prêt à monter dans une voiture qui n'a pas été testée, retestée et retestée sur plusieurs années. Je suis vraiment étonné par ça. Alors, la première chose à savoir, c'est que bien qu'ils commencent déjà entre guillemets, à prendre de l'argent et à délivrer des services, il y a quand même un ingénieur dans la voiture à tout moment. Tout à fait. Je pense qu'en termes de régulation, de toute façon, aujourd'hui, je pense que partout dans le monde, la régulation en tant que telle qui permet à n'importe quel acteur financier, à n'importe quel acteur économique de proposer une activité comme ça avec une self-driving car comme ils le font ici, sans individu technique à l'intérieur, je pense pas qu'on en soit là. En tout cas, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre un ingénieur à l'intérieur pour récolter des données, etc. Je pense que c'est quand même bon de commencer tout de suite. J'ai peut-être un avis un petit peu contraire, enfin pas contraire, mais plus mitigé que toi, Greg, en ce sens où il est tout à fait intéressant de récolter beaucoup de données, sachant que pour l'instant c'est pas totalement, tu vois, c'est pas la situation réelle où il y a absolument aucune présence humaine pour corriger le truc. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est quand même un bon bêta test
dans une ville comme Singapour qui, toi, Will, tu es passé à Singapour, il me semble. Oui, oui. Ouais. Mais bon, comme dans toutes les grandes villes, et en plus c'est une ville-pays, c'est quand même incroyablement congestionné, j'imagine. Donc c'est quand même des solutions. Moi, je suis très content qu'il y ait des premières initiatives comme ça, parce que dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte de surcongestion des grandes villes, j'étais à New York ces quelques dernières semaines où c'est vraiment c'est un capharnaüm, c'est incroyable, c'est une horreur. Je pense que cette situation-là, ça me rassure quelque part qu'il y ait des initiatives qui vont jusqu'au bout. En Californie, comme tu l'as mentionné, je faisais une petite recherche rapidement, tu vois, la Google Car, on en parlait beaucoup, il y a eu des premiers concepts en 2012, si tu veux, donc, et puis sinon, bien avant ça, en 2005, en fait, ce sont des gars qui avaient fait déjà un proto à Stanford, tu vois, donc ouais, c'est vraiment des choses qui sont très 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 anciennes. Bon, des gros acteurs quand même comme Google, ou comme il y a Tesla, il y en a d'autres, mais Google a investi énormément sur du très très long terme là-dessus, et c'est vrai qu'ils s'en sont toujours pas arrivés à un service comme ça, tu vois. Alors que eux arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe et arrivent tout de suite à confronter le public à cette techno. Je comprends tout à fait, hein, je suis pas contre, hein, surtout pour les innovations et tout, c'est très très bien. Maintenant, je vois aussi que peut-être qu'ils auraient dû le faire un petit peu plus tôt, sachant que Google n'a toujours rien lancé. Mais je pense qu'à partir du moment où Google va arriver, ça va être je pense que ça va être le rouleau compresseur, mais comme d'habitude avec Google. Mais je suis quand même étonné que Google ne soit pas peut-être plus avancé que ça, mais bon, enfin je sais pas, j'arrive pas à me dire si c'est une très bonne ou une très mauvaise chose, je ne sais pas. Je crois que pour Google, ça s'explique par le fait qu'ils ont été un peu les premiers. C'est-à-dire que quand tu es le premier arrivé sur une nouvelle technologie, tu te dois surtout quand tu as une boîte comme Google, c'est-à-dire que tous les gouvernements s'attendent à ce que tu prennes toutes les précautions et on te donne pas de répit. Alors que pour une petite boîte, on a tendance à être plus tolérant. Et c'est un effet que je trouve revient dans pas mal de technologies. C'est-à-dire que si tu es une grosse boîte, on ne te pardonnera pas une erreur. Alors que si tu es une petite boîte, voilà, on comprend un peu plus, et au contraire, il y aura un discours politique qui va dire, justement, c'est ça l'innovation, c'est de prendre des risques, c'est d'aller de l'avant. Alors que pour une grosse boîte, on va dire, là, vous avez de l'argent, donc prenez toutes les précautions. Bien entendu, ça, comme Fabien disait, ça règle un problème majeur dont on a déjà discuté dans une émission précédente, qui est la congestion dans les grandes villes, le temps pour aller au travail. Mais alors, évidemment, ça pose un autre gros problème qui est l'emploi. On en a également déjà parlé. Mais Singapour, c'est une ville, par exemple, qui a un énorme pool de taxis. C'est une activité énorme à Singapour, les taxis. Tout ça, ça sera terminé. Et donc, les gens sont assez inquiets. Faut savoir que conduire un véhicule, c'est le premier job au monde, et que si on perd ces jobs-là, encore une fois, ça va être difficile de se relever de ça. Ça, c'est un bon point. J'ajouterais juste un dernier élément là-dessus, en disant que tout l'intérêt et tout le travail qu'ils vont devoir faire, et surtout je pense à Uber dans ces cas-là, tu sais, parce que Uber aujourd'hui a une flotte de drivers qui sont incroyables, qui est quand même massive, parce qu'ils sont voilà, c'est le cœur du business. La conjugaison entre la disponibilité de cette technologie-là et le maintien quand même de ces drivers, qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Est-ce qu'il va y avoir un cannibalisme interne entre ces deux-là, ou est-ce qu'on va voir finalement, tu vois, je pense que ça va être ça, les voitures autonomes qui vont plutôt s'occuper de trajets de très courte durée en centre-ville, et puis éventuellement les individus ou les chauffeurs, je dirais, humains, qui eux vont se charger de plus longs trajets ou trajets plus complexes. Je ne sais pas si ça va se diviser comme ça, je crois que là ça va être une division technique, c'est-à-dire qu'il y aura les trajets qui se font bien de façon autonome, et les trajets qui sont un peu plus compliqués, qui doivent passer par des routes peut-être un peu moins connues sur le GPS, etc., et qui seront donc faits par les humains. Pour moi, il y a autre chose encore, c'est qu'il y a le service. Moi, je suis désolé, entre un trajet dans une voiture autonome ou une personne avec qui je peux quand même interagir, qui peut m'ouvrir la porte, qui peut... je sais pas, moi, je pense que le contact humain... J'y crois pas. Tu penses pas ? J'y crois pas à cause de deux éléments. Un, ça va être le prix. C'est-à-dire quand tu vas avoir un trajet qui est à moitié prix pour quelque chose que tu sais marche parfaitement bien, c'est-à-dire évidemment au début, si on n'est pas sûr que ça marche, ça va jouer, mais une fois qu'on sait que ça marche parfaitement bien, quand tu auras ça à moitié prix par rapport à un vrai driver, tu te poseras les questions, surtout pour des longs trajets qui seront chers. Ensuite, il y a la question de savoir si à un moment donné, on va pas tout simplement interdire
aux humains de conduire, parce que les humains peuvent être dangereux, alors qu'on sait bien que les ordinateurs, les voitures autonomes ont beaucoup moins d'accidents. On va pouvoir maintenant parler un peu plus en profondeur de l'emploi avec le sujet de Grégoire. Effectivement, alors mon sujet est un article qui est paru sur le site de BFM Business qui s'appelle « Et si les entretiens d'embauche trop poussés ne servent à rien ». Dans cet article, il cite le prix Nobel d'économie 2002, qui est Daniel Kahneman, qui a la particularité de ne pas être économiste, mais il est psychologue, spécialisé dans la psychologie cognitive, et tout simplement, il critique toutes les entreprises qui font des entretiens d'embauche trop poussés, et même les autres, en disant qu'il est impossible de pouvoir prévoir le comportement d'un individu à travers un simple entretien d'embauche, qu'il soit poussé ou non. C'est-à-dire qu'il part du postulat que l'être humain n'est pas habitué à tenir un raisonnement qui soit un tant soit peu complexe, et du coup il estime qu'il est impossible, parce qu'en plus l'individu va évoluer, il sera pas mis dans les conditions réelles, alors même si les questions sont vraiment très poussées avec des cas pratiques. Google notamment est réputé pour ça, avec des simulations, mais malgré tout l'individu va évoluer. Alors si c'est vrai peut-être à l'instant T, sa réaction ne sera pas la même quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, après avoir été mis en confrontation avec ses collègues, avec son environnement de travail, et voilà, il jette un peu un pavé dans la mare en disant que il conclut en plus en disant que les algorithmes sont de toute façon largement supérieurs pour prendre une décision rationnelle, et voilà, il critique beaucoup le cerveau humain. C'est assez difficile ce qu'il dit. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors déjà, une chose qu'ils évoquent dans l'article qui est assez intéressante, c'est dans une banque, les personnes en charge d'accepter des prêts, des offres de prêts, on leur a posé la question, savoir s'il y avait une différence entre eux, quelle est la marge de différence entre leur prise de décision. Ils ont naturellement répondu 5 à 10%, alors qu'ils se sont rendus compte de la réalité, c'était 40 à 60%, malgré une expérience importante chez ces employés-là. Ça montre qu'en fait, ils ne savent pas, même entre eux, en fait, ils ne réalisent pas qu'il y a une différence énorme. Mais selon si je tombe sur un banquier ou un autre, je peux avoir mon prêt ou non. Ça, c'est tout le principe des sciences cognitives qui ont pris une part incroyable depuis. En fait, c'est des sciences qui sont très pas récentes du tout, hein. Ce sont des sciences qui existent depuis très longtemps. Cela étant, leur introduction au sein de problématiques très simples comme là, tu vois, en économie, sur les prises de décision économiques. Et aujourd'hui même, on s'y intéresse encore beaucoup plus avec tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Donc on s'intéresse en fait aux biais cognitifs, et j'invite nos auditeurs d'ailleurs à regarder de superbes vidéos très très simples à comprendre sur ce que sont les biais cognitifs, avec la chaîne Science Étonnante, une chaîne que je suis beaucoup, qui en fait explique, très très simplement, que évidemment il y a ces lentilles que l'on utilise, des lentilles cognitives en fait. Au final, ce sont des espèces de filtres qui vont, quand bien même on a une perception, oui, j'ai pris en compte ce chiffre-là ou ce chiffre-là pour prendre ma décision, ou j'ai pris en compte des faits rationnels, des éléments rationnels, et bien au final on s'aperçoit de la réalité, et si on la mesure, et cette réalité, eh bien on se rend compte qu'elle est extrêmement changeante en fonction du niveau de l'expérience de l'individu, de ce qu'il a bouffé le matin, s'il a parlé avec sa femme ou pas, si machin. Et donc du coup on a une variance qui est extraordinaire, quand bien même on essaie de rationaliser au plus possible le processus de décision. J'aimerais ajouter juste un élément. Vous savez que à l'occasion de mon boulot, je travaille beaucoup dans ce qu'on appelle tout ce qui est data visualization, donc la visualisation de données, et il s'avère qu'on s'intéresse énormément à ces questions-là, parce que quand bien même on va donner et pousser à des preneurs de décision, on va leur pousser des tonnes de chiffres, des super graphiques, des tonnes de trucs, on se rend compte que la quantité
d'information qui est prise en compte dans le processus final de décision, il est moindre. Il est même minime. Et donc, du coup, ça sert à rien d'avoir des trucs de BI formidables, parce que avoir des chiffres et en avoir un tonne et à profusion, c'est super. Mais finalement, dans notre capacité à le prendre en compte et se libérer de notre subjectivité, elle est extrêmement faible. C'est très difficile de faire ça. Ce que tu dis, Fabien, ça veut dire que dès le départ, on a une idée et quel que soit ce qu'on nous présente, on restera sur cette idée ? Alors ça veut pas dire que tout le monde est borné et ne peut pas changer d'idée, ça veut dire qu'on va être grandement influencé par effectivement notre expérience, ou même parce qu'une idée est consciente, tu vois ce que je veux dire, quand tu as une idée en tête, tu es conscient de cette idée. Moi, ça va encore plus loin, c'est sur vraiment des éléments qui sont subconscients. Typiquement, j'aime bien l'exemple ou intuitif, j'ai envie de dire. Tu sais, le principe de l'intuitif, c'est vraiment qu'il n'y a aucun passage de l'intellect. Il y a pas de filtre. C'est de l'intuitif, Ouais. c'est exactement, c'est du réactif. Et j'adore l'exemple qui est dans ton article, Greg, qui est l'exemple de la batte de baseball et de la balle de baseball. Et de dire que, tu sais, tout le monde répond à cet exercice-là. Le problème étant, si une batte de baseball et sa balle coûtent $1,10, et que la batte coûte $1 de plus que la balle, quel est le prix de la balle ? La moitié des étudiants de Harvard, plus de la moitié des étudiants de Harvard ont répondu 10 centimes. Or, c'est pas le cas. Si on y réfléchit bien, en réalité, c'est 5 centimes. Absolument. Mais voilà, mais c'est pas parce qu'ils sont, voilà, ça n'a rien à voir avec l'intellect ou la capacité à réfléchir de ces individus-là, qui sont certainement extrêmement brillants. Mais c'est évidemment au fait qu'il y a une espèce un pouvoir de l'intuition qui est difficilement contrôlable et difficilement aussi admettable. Je sais pas si ça se dit, mais en gros, c'est de dire que il y a un espèce de sentiment de honte à reconnaître que c'est l'intuitif qui a parlé. Et il y a un autre exemple, alors il y a des tonnes de bouquins là-dessus, et j'invite aussi nos auditeurs à aller voir du côté d'Étienne Klein et de son émission sur France Culture. Il a invité un des invités justement sur ces biais cognitifs-là, et ils ont parlé, alors c'est un neurochirurgien le mec, et il fait beaucoup d'analyses sur ces types de comportements-là, ces types de biais cognitifs-là. Et vous avez certainement entendu parler de cette expérience qui avait été faite, qui est une vidéo de basketteurs. Donc c'est un match de basket et on demande aux individus de compter le nombre de passes. Ouais. Et donc alors tous les individus et en plein milieu du match, il y a un gorille, un mec habillé en gorille qui passe et qui fait qui danse et tout, qui est vraiment là. Ouais, il breakdance. Ouais. Exactement, et qui est au premier plan. Eh bien, sur tous ceux qui ont vu la vidéo, tous ceux qui se sont concentrés sur le nombre de passes sont capables de dire voilà, il y a un nombre de passes qui est correct, mais n'ont pas vu le gorille. Et en plus de ça, ils sont affirmatifs sur le fait non, s'il y avait un gorille, je l'aurais vu. Et ça, c'est incroyable. C'est donc du coup, oui, on a une confiance innée, j'ai envie de dire, une confiance vraiment aveugle dans nos sens et dans notre capacité aussi à réfléchir et à l'intuitif, alors qu'en fait on se trompe énormément sur beaucoup d'éléments. J'aimerais attaquer ce sujet sous un autre angle en fait, parce que pour savoir en fait si on a pris une bonne décision, est-ce que c'est utile d'avoir des entretiens à rallonge, il faut savoir déjà ce qu'on appelle un succès en fait. Parce que si c'est utile si la décision est bonne, mais qu'est-ce qu'une bonne décision ? Est-ce que c'est on a recruté quelqu'un qui est bon dans son métier ? C'est-à-dire que forcément, c'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire que quelqu'un n'est pas bon ou mauvais. Donc si je recrute quelqu'un qui est bon dans ce métier, peut-être que les gens qui sont en général très très bons sont aussi des gens qui sont très chers et qui vont partir relativement rapidement. Donc la définition du succès est importante. Souvent, si je prends quelqu'un qui est peut-être un peu moins bon, il est vrai, mais qui lui va rester dans l'entreprise pendant très longtemps, alors peut-être que je peux définir ça comme un succès justement. Peut-être que je vais avoir quelqu'un d'extrêmement bon, mais qui s'entend pas du tout avec le reste du personnel, et qui va faire fuir d'autres personnes. Alors même chose, encore une fois, est-ce que c'était une bonne décision de prendre quelqu'un qui était un peu meilleur, mais qui a fait fuir d'autres personnes ? Ouais, je pense que la question la question de bonne ou mauvaise dans cette situation-là, elle est extrêmement difficile. En fait, elle n'a pas de sens. Je pense que faut mieux parler de
Nous, on parle de décision rationnelle. C'est-à-dire, on parle vraiment pas de bon ou de mauvais, parce que dans le bon ou le mauvais, on est déjà dans la perception. Justement, et ça allait être ma conclusion, justement, de dire que on parle d'algorithme qui sera meilleur que l'humain, mais je pense que l'algorithme va être meilleur que l'humain, effectivement, mais pour les métiers beaucoup plus techniques. Alors que pour les jobs typiquement de management, je pense qu'on aura encore besoin de l'humain pendant un moment. Alors, j'ajouterais juste un élément, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que le tout, c'est de définir des critères d'évaluation des métiers plus managériaux et plus sur le côté, voilà, par exemple, un bon consultant. Qu'est-ce qu'un bon consultant ? C'est extrêmement compliqué de dire d'avoir des barèmes là-dessus, parce que les consultants disent n'importe quoi, c'est bien connu, donc c'est vrai que... Évidemment. Tu en es la preuve, évidemment. Je ne sais pas ce que je raconte. Je ne sais plus. Actuellement, voilà. Mais en gros, ce qui est important de retenir là-dessus, c'est que j'avais lu un article qui disait que dans les top, les premières compétences qui seront requises sur le marché du travail pour les métiers justement managériaux, la première était de savoir comment apprendre. Et ça en dit long sur les attentes, sur comment évaluer, par exemple, un profil comme ça et comment une intelligence artificielle pourrait dire, ce profil-là, regarde, il a switché de ce type de job à ce type de job-là, à ce type de job-là. Donc, il a un parcours extrêmement hétéroclite où il a eu des bons résultats dans chaque élément. Bon, on pourrait peut-être dire qu'il a une capacité d'apprendre qui est suffisante pour pouvoir s'adapter à des environnements divers. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de critères qui pourraient être pensés pour ce type de choses. Mais je suis tout à fait d'accord que les métiers techniques sont les plus simples parce que c'est plus binaire. Exactement, c'est plus simple et surtout c'est vérifiable, c'est-à-dire que tu peux tester, et là ça justifie un entretien un peu plus long. Alors qu'un métier quand même là, l'exemple que tu viens de donner par exemple, quelqu'un qui a passé d'un métier à l'autre, on peut dire c'est quelqu'un qui a pas trouvé sa voie justement, qui se cherche encore et et donc il va peut-être sauter encore à un nouveau boulot après ça. Non, pas forcément. Je pense que après, s'il y a une évolution dans le boulot, il a démarré plutôt en bas de l'échelle et que à chaque fois il est monté en compétences et il a récupéré d'autres jobs. Ça veut pas forcément dire que c'est quelqu'un d'instable. Non, mais évidemment, mais c'est du cas par cas. Mais l'interprétation, il y a une grosse dose d'interprétation. Encore une fois, quelqu'un qui est très très bon pour le job, qui est le candidat parfait, on va peut-être se rendre compte qu'en fait, il n'est pas compatible avec le reste des employés. Et soit il va partir parce qu'il se sentira pas bien, soit il va faire partir quelqu'un d'autre. Et ça fait partie du job d'un RH, de savoir si dans une équipe ça a bien fonctionné. D'ailleurs, très souvent, pendant la période de probation, on va demander au reste de l'équipe s'ils s'entendent bien avec lui. Et ça, c'est ce que disait l'article aussi. C'est un pur risque, en fait. L'embauche est un risque pur parce que on travaille avec de l'individu de toute façon. Donc, je pense qu'il n'y a aucun moyen de prouver, enfin, je sais pas, peut-être avec des profils psychologiques avancés, de connaître la compatibilité de cet individu au regard de son équipe, de sa future équipe. C'est assez compliqué à tester de toute façon, IA ou pas, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Et surtout, alors pour revenir au titre de l'article, tu peux faire un énorme entretien d'embauche, tu peux tester ses capacités à répondre au job, et je suis pas sûr que même en ayant fait 3 entretiens, de rajouter encore 2 autres entretiens va t'aider à mieux savoir si ça a marché. Absolument. C'est sûr que la personne, elle est bien un jour J dans une configuration, et puis ce que tu disais avant Fabien, si le matin, en fonction de ce qu'il a mangé, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, quelque chose s'effondre, le type il va être transformé, voilà, ça va être forcément différent. Bah, c'est clair. Donc après, il y a peut-être un juste milieu. Moi, ce que je pense, est-ce qu'ils vont disparaître ou est-ce que ça sert à rien ? Bon, ce qui pourrait être intéressant, est-ce que tu mentionnes, il me semble, Will, que tu avais dit lors d'un de nos épisodes que je voudrais pas être RH demain. Effectivement. Je me souviens de cette phrase-là qui était assez choc, qui a choqué beaucoup de nos auditeurs d'ailleurs, et certains sont même partis en pleurs et ont changé de carrière. Bah, les RH notamment. Les RH, tous les RH. D'ailleurs, voilà, enfin même quelqu'un de très proche de Greg a carrément pété les plombs et est devenu enceinte, quoi. Donc c'était fou. Pour expliquer cette phrase-là, je me base en fait sur le nombre d'entreprises qui travaillent à remplacer les RH par des algorithmes, qui est énorme, et tout le monde travaille dessus. Et en fait, quand tout le monde travaille dessus, c'est qu'il y a un filon, entre guillemets, qu'ils ont dans leur plan de remplacer les RH. Mais du coup, au regard de ça, parce que là, on vient de parler de la compatibilité psychologique, on vient de parler du fait que ça va être quand même, c'est extrêmement dur pour un algorithme, malgré tout, d'avoir une visibilité quand même complète sur le côté humain de la personne aussi. Donc, est-ce que ça serait pas plutôt une solution hybride qui serait non seulement d'avoir une sélection de profils, tu sais, de faire un shortlisting
qui soit plus via un algorithme. Tu vois ce que je veux dire? On en a déjà parlé pour d'autres secteurs d'activité, c'est-à-dire que on va pas remplacer d'un jour tous les RH. Ça va être, dans un premier temps, on va permettre à quelques RH de juger beaucoup plus de CV, donc en fait on va réduire la quantité de RH. Et ensuite, évidemment, on va commencer par remplacer les métiers qui sont plus techniques, qui représentent 80% des métiers. Et ensuite, on va garder un peu plus de matière grise humaine pour les 20% qui sont les métiers plus importants et plus difficiles à définir. Je crois que c'est comme ça et qu'on va y aller progressivement. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à remplacer complètement. Mais le jour où on arrive à remplacer complètement les RH, c'est vrai qu'on a des questions à se poser sur l'avenir de l'humanité. C'est clair. C'est sûr. Ce que je retiens de nos échanges, c'est cette partie sur l'intuitif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu ouvert les yeux. Je n'avais pas autant conscience de cet aspect. C'est vrai que quand on part dans une idée ou lorsqu'on a quelque chose, il est difficile après de changer, à moins d'être... c'est même pas totalement ouvert, parce que s'il y a une idée qui est au fond de la tête, on va avoir du mal à l'intégrer. Alors après, tout dépend de l'idée et des éléments qui sont apportés. Évidemment que si on prouve par A plus B, mais malgré tout, au fond de soi, on a, surtout pour des décisions pour lesquelles c'est pas mesurable immédiatement. Enfin, je veux dire, si tu sais que si tu te coupes le bras, t'auras plus de bras, c'est sûr, mais si t'es dans quelque chose où peut-être que si on part par ce chemin-là, on va démarrer quelque chose et on verra les résultats d'ici 1 an, c'est certain que là-dessus, c'est très difficile de prendre une décision. Ce qui constitue la majeure partie des décisions business, hein. C'est évidemment toujours une prise de risque avec une partie d'inconnu. Et malheureusement, dans ces cas-là, nous on voit avec nos clients aujourd'hui, on voit une appétence énorme à trouver des solutions à ces problèmes-là. C'est-à-dire à ces problèmes on a des preneurs de décision ou des décisionnaires qui sont expérimentés, mais qui se basent sur leur expérience, qui se basent sur leur déjà-vu, qui se basent sur tout un tas d'éléments qui ne sont pas contrôlables. C'est-à-dire que vraiment, je peux pas dire à mon gars, oublie tout ce que tu as fait. Ah oui, tu as travaillé chez un tel et un tel avant, et c'est pour ça que tu prends ce type de décision comme ça. Tu vois, je peux pas lui dire, non, oublie, parce que là, tu pars dans le mur, c'est plus vrai, ou quoi que ce soit. C'est très difficile de faire changer quelqu'un sur je dirais, sa construction mentale, de la façon dont il fait son job, qui malheureusement, qui n'est pas aussi adaptable que le tissu économique, que la réalité économique. Et ça on peut le vérifier, hein. Des décisions que l'on prenait, le type de décision que l'on prenait il y a 20 ans sont nécessairement plus les mêmes que l'on prend aujourd'hui. Et quand je dis 20 ans, c'est encore pire que ça. C'est vraiment maintenant, il faut s'habituer réellement à un tissu économique qui change en permanence. Et donc du coup, une façon de prendre des décisions qui doit aussi s'adapter et être très 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 malléable. Et ça, on peut se questionner sur justement cette rigidité de l'esprit en quelque sorte, parce que avec toutes ces lentilles qui sont très intuitives et très ancrées dans l'intellect humain, et puis une réalité économique qui est, elle, mouvante, qui nécessite vraiment de prendre des problèmes sous plusieurs approches, etc. Et donc voilà, il y a vraiment des enjeux, et d'ailleurs ceux qui sont intéressés à lire sur ce sujet, la science en tant que telle s'appelle Decision Science, hein, donc la science de la décision. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Je vous invite à le lire, c'est passionnant parce que on est tous concernés. On est tous concernés. Il y avait un grand auteur allemand qui disait que on n'est pas sûr de beaucoup de choses, mais on est sûr que quand on ouvre la tête d'un homme, on a ouvert tous les hommes à qui on a ouvert la tête, eh bien il y avait un cerveau. Et ça c'est fort, c'est-à-dire que voilà, chaque humain est doté d'un cerveau, et donc du coup, de par cette présence-là, eh bien il y a tout un cortège de subjectivité qui est ici. Et même aujourd'hui, le fait d'en parler, il est extrêmement difficile de s'en extirper de cette subjectivité-là. Donc voilà, c'est un élément assez intéressant. On va changer un petit peu de sujet, mais on va rester un petit peu dans une tendance qui a fait un petit peu parler d'elle dans nos épisodes précédents, qui est donc le transhumanisme, avec un article que j'ai trouvé dans Futurism, qui est donc une revue de sciences que j'invite les gens à y aller, parce que c'est vraiment une revue qui suit toutes les découvertes scientifiques, aussi bien en mathématiques, en physique, etc., et sous la forme très très simple et très digeste. Donc je vous invite à y aller. Et donc l'article français qui est lui sur iatranshumanisme.com. Cet article parle de quelque chose que j'ai trouvé assez passionnant et assez inquiétant en même temps, qui est l'utilisation de nanorobots, donc de nanotechnologie,
afin de délivrer des substances chimiques, donc plus exactement donc des médicaments, directement au niveau du cerveau. Et donc ils prennent l'exemple là de la schizophrénie qui pourrait être un des éléments en utilisant cette technologie-là. Donc vous injectez en fait ce fluide de nanorobots qui vont donc se loger dans le cortex cérébral et par le biais de ce qu'on appelle un EEG, donc un électroencéphalogramme, eh bien on est capable de déclencher ces robots-là qui vont délivrer selon la nature de l'EEG, vont délivrer une substance au niveau du cerveau. Et donc, du coup, de potentiellement pouvoir traiter des maladies, je dirais, mentales ou des comportements, ou en tout cas des déviances mentales par le biais de ces éléments-là. Et aujourd'hui, donc ça, c'est une université qui s'appelle Bar Ilan, qui est donc une université qui est en Israël. Et ils ont fait des tests sur des cafards en injectant ce genre de petits éléments-là pour changer leur comportement. Alors les gars, je voulais vous poser cette question-là. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Je lis beaucoup de science-fiction, j'en regarde énormément également. Et aujourd'hui, il y a des grandes. J'ai abordé ce sujet-là sous cet angle-là, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Je l'ai abordé dans le sens des prisons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les prisons sont là pour justement contraindre les individus à par une peine de prison, à payer leurs dettes à la société par leur enfermement. Mais on pourrait penser, parce qu'avec ces technologies-là d'injection sans injection quelque part, vous avez ces robots-là et puis ils peuvent délivrer de manière non visible des substances dans votre cerveau et donc du coup de changer votre comportement. Est-ce que ça pourrait être aussi dans un futur proche une façon de traiter, oui, mais aussi dangereusement de manipuler ou du moins c'est assez dangereux en fait. En tout cas, moi ce que je vois là, je suis assez dubitatif sur cette technologie-là. C'est bien, cela étant, il y a peut-être des dérives qui sont à contrôler. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, parce qu'on parle effectivement de la schizophrénie. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est schizophrène, et c'est extrêmement dur à vivre. Quand quelqu'un n'a pas pris ses médicaments, et qu'il est en crise, qui refuse de prendre ses médicaments, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est arrêt par la force, on fait venir une ambulance, attaché, etc. Et donc si quelque chose peut aider pour livrer quand on en a besoin une dose de médicaments, et ben moi j'en vois tout de suite l'utilité. C'est-à-dire que c'est des situations pour les familles qui sont extrêmement dures à vivre. Alors c'est vrai que c'est un peu, on va à l'encontre de la volonté de quelqu'un. Mais effectivement, on part de quelque chose où, de toute façon, il y a suspension de son droit à refuser un médicament, puisqu'on lui retire sa responsabilité et on le force et on l'enferme quelque part pour le prendre ses médicaments. Donc, la question de savoir est-ce que c'est légitime de suspendre la responsabilité de quelqu'un, elle se pose en amont, pas forcément au niveau de ce médicament-là, mais en amont déjà de savoir est-ce qu'on a le droit de retirer sa responsabilité. Tout à fait. Et en même temps, il n'y a aucun moyen de savoir si ces médicaments sont présents dans le corps ou pas. C'est ça que je voulais aussi mentionner, c'est que alors, oui. c'est un peu... tu vois ce que je veux dire, c'est que si t'as pas vu qu'on t'a injecté quelque chose, oui. Mon pote, tu peux être sous l'égide d'une épée de Damoclès qui est l'activation de ces nanorobots par je ne sais quel moyen. Mais pourquoi est-ce que Fabien, pourquoi est-ce que tu pars du postulat que t'as pas vu ce qu'on t'a injecté? Je comprends pas. Il a raison parce que aujourd'hui, regarde, on se rend compte qu'on a dans le cerveau, on a des particules de carbone dans le cerveau dans des enfants d'1 an ou 2 ans. On se rend compte qu'on a des médicaments, on n'a pas donné de médicaments à un enfant et ce médicament-là est présent dans son corps en grande quantité. Et on se demande comment. Alors on se dit c'est certainement par la nourriture, c'est qu'on a donné des antibiotiques à un certain animal et que ça s'est retrouvé dans son assiette. On se retrouve avec des choses dans le corps dont on n'a pas conscience. Et donc on pourrait penser que quelqu'un qui souhaiterait commettre même une attaque terroriste ou quelque chose, si on va jusque là, parce qu'on y met ce qu'on veut dans les nanorobots, eh bien ça s'amuse à diffuser dans la nourriture à travers par exemple ces nanorobots dans la nourriture. Tu donnes ça aux vaches et les vaches vont nourrir toute une partie de la population et tu décides d'activer ça. Tiens. Bon, c'est un peu poussé, mais au final pas tant que ça. Et pour répondre juste à ta question, Greg, c'est pourquoi je l'ai abordé dans ce sens-là, j'ai tout de suite vu sur le côté un peu pessimiste de l'affaire. Évidemment, si on utilise à des fins thérapeutiques dans un hôpital et on dit voilà, en gros, on va vous injecter ces nanorobots-là, ils sont actifs que pour un coup.
en gros. Ouais, bien sûr. Tu vois, ou 10 traitements et après vous devez les renouveler parce qu'ils sont dégradés par l'organisme. Ce qui, je pense, va être le cas. Parce qu'il faut voir, enfin, je suis pas trop familier avec ça, puis ça m'a donné envie en fait d'aller voir un petit peu plus loin. Parce que voilà, quel est le processus de dégradation? Comment ça se passe? Est-ce qu'on va se retrouver avec 3 litres de nanorobots dans le cerveau à un moment donné? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que comment ça va se passer en termes de dégradation? Ouais, est-ce qu'on va les évacuer? Est-ce qu'on va... Ouais, c'est sûr. Après, Fabien, il faut pas que tu partes sur le côté pessimiste parce que si on change quelque chose, on a forcément quelque chose de dangereux. Tu prends la voiture autonome. C'est vrai. Tu peux l'envoyer sur des gens. Enfin, voilà. Donc, ce que dit William est très vrai sur la schizophrénie. C'est vrai pour d'autres maladies. Ça peut être vrai pour le diabète. Je connais une personne qui n'a pas pris son diabète à temps et est tombé dans les pommes. Enfin voilà, si on n'avait pas été là à ce moment-là, ça aurait été compliqué. Au contraire, s'il y avait eu une détection et une libération automatique de la dose d'insuline, sans que la personne s'en rende vraiment compte, ça aurait pu, ça peut sauver des vies. Donc, mais je vois aussi la limite, c'est sûr. Mais bon, après, c'est comme toute découverte et toute manipulation. Absolument. Ça prend avec des pincettes, hein, C'est c'est sûr. juste que cet élément-là, il y a un aspect de je suis conscient ou pas qui disparaît, si tu veux. Dans une voiture autonome, il y a une part de risque, mais le risque, j'en suis conscient. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis pas capable de le voir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est assez. Tu vois, c'est ça qui m'a juste mis la puce à l'oreille. J'espère que c'est une puce qui n'est pas électronique. Mais oui, je suis en spectacle à Bordeaux. Non, Lille et Montpellier, bien évidemment. Mais non, mais c'est juste pour revenir là-dessus, c'est ça, cet aspect un petit peu, tout simplement très seamless. Là, je trouve pas le mot en français, mais très sans douleur, si tu veux, c'est sans aucune manifestation. Il y a un autre aspect également qui est, parce qu'on a parlé de ce qui était volontaire, c'est-à-dire que de l'introduire volontairement dans le corps de quelqu'un, même à son insu, et il y a aussi la partie involontaire, c'est-à-dire qu'on voit bien avec les médicaments aujourd'hui qu'on n'est pas capable de contrôler, de vraiment cibler où le médicament doit aller. C'est-à-dire qu'on balance un médicament dans le corps, ça va un peu partout, et on espère que ça atteint la cible. Avec ces nanorobots, on peut se dire la même chose. On va l'envoyer dans une direction, on va se dire ok, on va espérer que ça atteigne là, mais certainement que ça va se balader un peu partout. Je sais pas combien de temps il va falloir en fait d'essais avant de se rendre compte des vrais effets des nanorobots. Surtout qu'en plus, on rentre là, c'est encore plus différent que les médicaments où en fait on a une molécule, ça marche ou ça marche pas, on attend juste de voir les effets à long terme. Là, on rentre dans de la technologie, qui dit technologie dit évolution, c'est-à-dire que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Est-ce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle version qui est un peu plus performante, est-ce qu'il va falloir réattendre 20 ans à chaque fois pour le tester? Je pense qu'il y a beaucoup de questions encore à venir et ce serait bien qu'on garde ce sujet-là aussi un petit peu en vue, et si jamais il y a d'autres applications, que ce soit pour la médecine ou tout simplement pour même augmenter les capacités de l'individu. On parlait du transhumanisme. Évidemment, l'angle des nanorobots, c'est la correction de problèmes, mais c'est peut-être aussi l'amélioration de certaines capacités cognitives. Et donc, on vous tiendra au courant sur ce sujet, bien évidemment. Et en tout cas, c'était parfait d'avoir cette synergie et ces différents avis sur cette question-là. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été comme nous passionnés par ces 3 sujets. Si vous avez des remarques, des questions, des reproches, n'hésitez pas à commenter. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à vous. Ciao. Ciao. Ciao.